Bonjour à tous, ici Laure Prost, donc je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième émission d'émission de Charlotte, toujours avec Stéphane, mais vous l'aurez remarqué, on a changé de place cette fois-ci, et c'est Stéphane qui va nous parler de son métier aujourd'hui. Stéphane est chasseur d'appartements, donc je vais te laisser te présenter et puis peut-être nous dire un petit peu en quoi consiste le terme de chasseur d'appartements, peut-être en opposition au métier d'agent immobilier qu'on connaît un peu plus. Oui, volontiers. Donc, bonjour à tous et merci Laure de nous accueillir, de m'accueillir dans ton cabinet. Je suis Stéphane Lejeune, donc je suis chasseur d'appartements effectivement à Lyon en l'occurrence, donc une ville que j'apprécie, où j'habite depuis 20 ans, donc que je connais plutôt très bien. Et puis, donc en quoi ça consiste, chasseur d'appartements? Eh bien, sur le papier, j'allais dire, je suis comme un agent immobilier, donc ça nécessite d'avoir une carte professionnelle pour la transaction, j'ai la carte pour la gestion également, il y a des assurances aussi qui sont nécessaires, qui sont indispensables, c'est un métier qui est très encadré. Et puis un chasseur d'appartements, donc sur le papier et dans la vraie vie, j'allais dire, donc ça, j'ai la mission de défendre les intérêts du client, de l'investisseur en l'occurrence, puisque je cherche des biens d'investissement exclusivement, je ne m'intéresse pas aux résidences principales. Et donc l'intérêt, eh bien, c'est à la fois, je vous aide à trouver le bien, puisque bien, dans des marchés tendus comme dans des grandes villes, eh bien, c'est pas facile. Je supervise les éventuels travaux, puisque je me spécialise dans l'investissement dans l'immobilier ancien, donc à rénover, de manière à les valoriser, ces biens, à les moderniser, j'allais dire. Donc superviser les travaux grâce à des équipes avec qui je travaille depuis longtemps, l'ameublement le cas échéant, puisqu'on peut faire de la location meublée, non meublée, décoration pour générer un effet coup de cœur, pour justifier un loyer au-dessus du prix du marché et puis obtenir un rendement, puisqu'on parle d'investissement. Et puis enfin, je vais jusqu'à mettre en place les premiers locataires sur ce bien, donc pour que l'investisseur, justement, il n'ait que, j'allais dire, bien que le moins de choses à faire. J'ai des clients, notamment, qui n'habitent pas à Lyon, voire qui sont expatriés, qui achètent, j'allais dire, juste sur les photos ou vidéos, comme on fait aujourd'hui, des appartements que je peux leur présenter, sans même se déplacer. Donc ça demande un certain degré de confiance, mais c'est ce qui peut se passer dans le meilleur des cas. Donc à distance, vous pouvez investir par le biais de chasseurs d'appartements, voilà, notamment dans des grandes villes comme à Lyon. Super. Donc c'est un petit peu un concept clé en main que tu vas proposer aux investisseurs s'ils le souhaitent. Alors complètement, voilà, la mission, c'est vraiment, ça ne s'arrête pas juste à trouver le bien, ce qui est déjà une mission à part entière, puisque les biens sont rares, plus rares que la demande en fait dans les grandes villes. Et en fait, c'est de l'accompagnement et du clé en main, puisque certains de mes clients, encore une fois, ben, ils ne font que me répondre par mail, oui, non, ils valident des choses, ils modifient, ils posent des questions, et c'est bien normal. Et puis après, ben, les loyers arrivent sur le compte en banque par virement. Donc c'est vraiment, on peut à distance et sans même s'y intéresser. Soit vous vous y intéressez, vous cherchez à vous former, et il va falloir ensuite passer à l'action pour concrétiser. Soit vous souhaitez ne pas vous intéresser à l'immobilier et juste en toucher les fruits, j'allais dire, et auquel cas vous pouvez avoir affaire effectivement au service de personnes pour du clé en main complet. Est-ce que pour synthétiser, bien avoir compris la différence entre agent immobilier et chasseur d'appartement, est-ce qu'on pourrait dire que le chasseur d'appartement est là pour défendre les intérêts de l'acheteur, alors que l'agent immobilier serait peut-être plus là pour défendre les intérêts du vendeur? Alors complètement, ça se traduit même effectivement dans les formalités, puisque on connaît bien le métier d'agent immobilier, c'est très répandu en France, et l'agent immobilier, il signe un mandat de vente auprès d'un client particulier pour pouvoir justement permettre la vente, la diffusion des petites annonces pour que la vente se fasse. C'est une obligation légale. Moi, je ne fais jamais signer aucun mandat de vente, puisque je n'ai rien à vendre, moi, hein. Par contre, je fais signer un mandat de recherche. Donc la personne investisseuse, si elle souhaite me solliciter, signe avec moi un mandat de recherche, c'est une obligation légale également. Donc déjà, au niveau des formalités, c'est une vraie dissociation. Et effectivement, l'agent immobilier qui vend un bien va défendre plutôt les intérêts du vendeur, de son client. Et moi, je vais plutôt défendre les intérêts, pour répondre à ta question, de mon client, donc l'investisseur, côté acheteur. Et c'est en ça que je vais l'orienter, notamment au niveau du notaire. C'est tout bête, mais il y a des choses à faire au niveau du notaire qui peuvent vous avantager fortement. Seulement, encore faut-il les connaître versus un notaire vendeur qui va défendre ses propres intérêts et les intérêts de son client. Au niveau de la négociation du prix, puisque en fait un agent immobilier est directement intéressé par maintenir le prix de vente de son client. Or, on a un intérêt pour le coup contraire, ce qui est le fait de pouvoir essayer de le négocier et de l'avoir au meilleur prix possible.
voilà, sur plusieurs aspects, en fait, je peux comme ça défendre les intérêts de mon client, au niveau délai également, au niveau du financement, puisqu'il y a des choses à faire, alors comme tu es conseiller en gestion, tu es bien placé pour le savoir, donc il y a des choses comme ça, des conseils notamment, dont vous pouvez bénéficier au-delà de la recherche purement du bien, en ayant recours justement à un chasseur d'appartements. Super. Tu nous as parlé de Lyon, puisque c'est une ville que tu affectionnes. Ta conviction, toi, elle est plutôt sur investir dans les grandes villes? Alors oui, il se trouve que moi je suis originaire de Bourgogne, hein. J'ai grandi dans une petite ville de moins de 10 000 habitants, et puis moi je me suis senti attiré par les études et par le travail, par les grandes villes. Donc c'est comme ça que j'ai migré en quelque sorte de ma Bourgogne natale jusqu'à la ville de Lyon. J'hésite entre Paris aussi, mais en tout cas voilà, je me plais énormément à Lyon. C'est pour ça que j'ai investi à Lyon et qu'aujourd'hui j'invite les personnes à investir à Lyon. Mais j'en ai fait une espèce de leitmotiv où je me rends compte pour le vivre que c'est pas vrai qu'à Lyon, mais les grandes villes grandissent. C'est vrai des 20 plus grandes villes de France. Paris en est une caricature, parce que c'est une capitale mondiale qui attire beaucoup de gens. Mais les grandes villes de France grandissent au détriment, malheureusement, des petites villes, petites et moyennes. Donc si vous investissez dans une grande ville, c'est la garantie, même si rien n'est jamais garanti, et surtout pas en termes de placement, mais en tout cas c'est un maximum de sécurité que vous vous apportez au niveau de la demande locative qui est très forte dans les grandes villes, au niveau de la valorisation sur le long terme. On parle de conseil en patrimoine et donc c'est important d'avoir une visée plutôt à long terme, a fortiori dans l'immobilier. Donc ça, les grandes villes ont plutôt une tendance à grandir du fait que la demande est davantage est plus grande au fil du temps et que les constructions dans le neuf n'arrivent pas à suivre pour justement absorber la demande de logement. Et puis c'est une vraie sécurité donc, que d'investir dans dans ces 20 grandes villes de France où le marché, encore une fois, est très dynamique, versus le fait d'investir dans des petites et moyennes villes où la rentabilité peut être meilleure, sous réserve qu'il y ait un locataire tout court dans le logement dans lequel vous investissez. Donc c'est un peu, moi je raisonne avec cet aspect sécuritaire, placement de bon père de famille, et c'est en cela que je vous invite plutôt à avoir cette stratégie. Je te rejoins beaucoup là-dessus. Enfin, tu le sais aussi, le côté sécuritaire est important pour moi et surtout dans une optique patrimoniale. Il y a un sujet que j'aimerais qu'on évoque. On parle beaucoup de liberté financière et notamment la liberté financière grâce à l'immobilier, à travers de l'immobilier. Quelle est ta vision, toi, de l'investissement immobilier? Est-ce qu'effectivement on peut devenir riche avec l'immobilier et envoyer bazarder son job? Ou est-ce qu'il y a quand même quelques petites étapes à respecter avant? Eh bien, alors là encore, moi, je m'inspire de mon propre parcours, c'est-à-dire que je suis chasseur d'appartements pour des clients investisseurs et je suis moi-même investisseur. Et mon parcours, ça a été justement d'investir à côté de mon activité principale. J'avais un métier que j'avais la chance d'avoir pu choisir, qui me plaisait beaucoup. J'étais commercial sur le terrain, donc avec une certaine indépendance. Donc ça me plaisait beaucoup. Et donc je souhaitais simplement à l'époque, en l'occurrence, j'allais dire prendre date avec l'immobilier, investir sur le long terme, en aucun cas pour arrêter de travailler, puisque j'avais un métier qui me plaisait bien. Donc c'était plutôt le fait d'investir à côté de mon activité principale, et c'est ça que je conseillerais également à la grande majorité des personnes qui nous écoutent, puisque beaucoup en fait d'entre vous qui nous regardez ont une capacité d'emprunt, vous avez une capacité d'emprunt en fait pour investir dans l'immobilier, vous avez peut-être des freins, que ce soit psychologiques ou manque de temps, ou vous n'y connaissez rien, et c'est en ça que peut-être vous pouvez vous faire aider. Et versus le fait d'être dans une situation financière, parfois, précaire ou délicate, ou dans un métier qui ne vous convient pas, et de vouloir utiliser l'immobilier comme une source à part entière de revenus. Alors oui, ça peut exister, et oui, certains atteignent leur indépendance financière grâce à cela, et c'est très bien, sauf que j'allais dire, ce n'est pas la majorité des cas. Les biens qui permettent ce genre de choses-là sont rares et je suis bien placé pour le savoir, donc c'est à la fois possible de vouloir gagner son indépendance financière grâce à l'immobilier, et c'est très tentant, hein, qui ne souhaiterait pas et développer un capital immobilier, se faire payer un patrimoine et serait sur le gâteau toucher des revenus de manière à être indépendant financièrement. C'est rêver, qui ne le souhaiterait pas. La réalité du marché, et c'est en là que mon discours peut justement, rationaliser un peu les choses, eh bien c'est plus moi dans une optique d'investir
à côté de son métier, d'avoir déjà des revenus récurrents et j'allais dire pérennes pour pouvoir s'enrichir, voilà, développer quelque chose qui va générer encore une fois des choses de manière pérenne, des loyers qui vont grandir, bénéficier des taux qui sont conjoncturellement très bas, historiquement bas, donc ça il faut en profiter, c'est une opportunité. Mais voilà, jouer plutôt ça comme un levier d'enrichissement, une source alternative de revenus, plutôt que de vouloir en faire une source principale, alors même qu'on n'est pas forcément financièrement très serein. Bon. Tu as parlé du financement, peut-être qu'on peut rebondir là-dessus. Quel est ton point de vue sur le financement? Moi j'ai le mien effectivement en disant que on peut faire de l'immobilier et que le financement est un super effet de levier, voilà. Mais que investir sans apport, ok, mais pas sans trésorerie. Est-ce que tu me rejoins là-dessus? Bah, complètement, voilà. Donc, puisque moi, la présentation que tu as ici me parle beaucoup. Il y a un aspect patrimonial et puis il y a des sens, donner du sens à vos investissements. Et puis donc, eh bien, il y a les finances, hein, c'est partie à part entière de l'immobilier. L'un ne va pas sans l'autre. Et même si vous pouvez acheter un appartement, un bien immobilier cash grâce à vos propres deniers, eh bien c'est formidable pour vous, mais vous annihilez l'effet de levier de l'investissement, vous en obérez grandement la rentabilité. Donc c'est bien de recourir au financement. Encore faut-il effectivement pouvoir justement supporter, pourquoi pas, une période de vacances locatives, pouvoir apporter ne serait-ce que des frais de notaire, c'est un minimum, puisque quand vous êtes sur un marché tendu, l'idéal effectivement c'est de pouvoir emprunter toute la totalité du bien, voire les frais de notaire aussi, les frais de mutation, à proprement appeler frais de notaire. Donc ça optimise votre opération. Sauf qu'en face de vous, vous avez un vendeur qui va écouter votre discours et qui va écouter aussi le discours des autres acquéreurs potentiels. Et en fait, vous n'êtes jamais seul sur un bien intéressant, sur une affaire, à fortiori dans une grande ville comme on en parlait tout à l'heure. Et là, le vendeur va tout à fait être enclin à préférer un dossier avec justement un minimum d'apport. Voilà, le notaire lui-même, l'agent immobilier que vous allez en voir à face de vous, il va plutôt vous inviter à donner un apport. Donc, voilà, la grande majorité des cas, effectivement, c'est bien d'avoir déjà des ressources financières, encore une fois, un capital de départ, plutôt que de ne pas l'avoir ou de souhaiter le conserver, mais il faut être disposé à mettre un minimum d'apport, parce qu'encore une fois, au niveau purement des chiffres, c'est intéressant d'avoir un effet de levier maximal, mais au niveau de la vraie vie, il faut pouvoir, j'allais dire, montrer pas de blanche à un vendeur pour que vous puissiez tout simplement acheter le bien. Et je vois beaucoup d'investisseurs qui trouvent des affaires effectivement et qui n'arrivent pas à concrétiser au moment de l'offre puisqu'ils ont un financement qui n'est pas, j'allais dire, de nature à rassurer un vendeur et qui, encore une fois, les banquiers, ils ont beaucoup de demandes en ce moment et ils peuvent choisir leur dossier et moins vous apportez d'argent, plus le dossier est risqué et plus vous risquez justement de perdre l'investissement. Disons que c'est surtout une question de stratégie. On peut, si les investisseurs ont un profil qui le permet, c'est-à-dire des revenus stables, élevés, un endettement qui n'est pas déjà au taquet, on peut se permettre de demander un financement à 110%, donc c'est-à-dire avec les frais, un financement complet. Ça passe. Les partenaires bancaires qui vont suivre sont de moins en moins nombreux. C'est comme financer un projet, idéalement 25 ans c'est très bien, mais sur le locatif, il n'y a plus beaucoup de partenaires qui se positionnent là-dessus. Donc voilà, ça déjà restreint les possibilités de propositions qu'on peut obtenir. Mais pourquoi pas, si le dossier est solide, pourquoi pas le monter comme ça? Par contre, là où j'insiste beaucoup, il est hors de question de monter un financement à une personne qui n'a même pas 2 ou 3 000 euros de côté devant elle pour subvenir au fait qu'il y aura peut-être un retard de travaux et du coup un mois de loyer de perdu ou un locataire qui ne va pas payer et avant que les assurances se déclenchent, il y a toujours une franchise. C'est ce genre de choses. C'est dans ce sens-là que j'amenais le côté trésorerie. Voilà, de rétablir un petit peu les choses. Tu as un discours très prudent, très sécuritaire. L'avoir aussi côté financement en disant oui, c'est très bien sur le papier de dire je vais obtenir un financement, ça se passe comme ça, mais ça demande un petit peu de préparation, de préparer son dossier et de donner envie aux banquiers de nous donner un accord, hein. Puisqu'ils ont le choix, donc effectivement ils se permettent de choisir, donc autant mettre toutes les cartes de son côté. Je suis entièrement d'accord, effectivement. Ouais. C'est
que vous engagez sur des montants souvent conséquents, que ce soit en termes d'immobilier purement, de travaux le cas échéant. Donc effectivement, ne pas avoir ces 2-3 000 euros dont tu parles, c'est juste, ça peut vous mettre en fait en situation tout à fait délicate. Et c'est la raison qui fait que les banquiers, il est là aussi pour se couvrir et par conséquent pour vous couvrir en fait. Oui. Tout à fait. Un dernier point qu'on pourrait évoquer, je sais que tu aimes investir utile, donc si tu peux préciser ça, et puis peut-être que tu as des témoignages, des parcours inspirants à partager avec nous pour nous donner cette vision de l'immobilier que tu as et que tu défends. Ah oui, absolument. Donc on peut parler d'investissement immobilier sous l'angle d'indépendance financière, et encore une fois, c'est très bien de pouvoir concrétiser ce genre d'opération. Et puis il y a un autre type d'investissement, c'est le fait voilà, d'investir, j'allais dire, avec une certaine utilité et utiliser la valeur d'usage de l'immobilier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que l'immobilier a cette particularité unique qui est de fournir un toit à la personne qui va venir y habiter. Ça va être un locataire, donc c'est un lieu de vie. Et donc, encore une fois, je m'inspire de mon propre parcours, puisque moi j'ai commencé à investir nullement pour vouloir atteindre mon indépendance financière, en tout cas pas à court terme, mais j'ai voulu investir en fournissant un toit à ma mère. En fait, j'avais des parents divorcés, donc c'était le premier investissement. Et dans la même année, un investissement pour ma fille qui venait de naître, ma première fille. Donc symboliquement, j'ai investi dans l'année de sa naissance, en me disant, peut-être qu'un jour ça va lui servir de toit, ce studio de 20 mètres carrés, puisqu'il est à côté de l'université, et donc elle pourra en profiter plus tard. Donc c'était une vraie sécurité. Je me disais, moi j'envisageais le pire en fait quand j'investissais, parce que j'avais très peur. C'était la première opération, donc j'envisageais des plans B, des plans C. Donc le studio à Lyon, à côté de l'université, s'il ne se loue pas, eh bien un jour je pourrais y loger quelqu'un. Si, je sais pas quoi, s'il y a une catastrophe dedans, il faut des assurances, enfin bref. Hein, avec le recul, ça ne peut pas ne pas se louer, hein, des petites surfaces dans des grandes villes universitaires comme cela. Mais c'était une façon d'investir en se sécurisant avec ce filet de sécurité, et puis avec une certaine, je vais dire, éthique, non pas que c'est pas éthique quand on investit dans l'investissement pur, mais avec cette utilité véritablement de faire coup double, d'investir voilà, avec une certaine fierté de fournir un toit à un proche, ça peut être un membre de sa famille. Donc moi je l'ai fait pour un descendant, et j'ai beaucoup d'investisseurs qui ont cette mentalité de se dire j'investis dans la pierre aujourd'hui, et c'est une ville universitaire, qui sait si peut-être un jour ma progéniture va venir y habiter. J'ai aussi investi pour un ascendant. Alors ça c'est un peu plus rare qu'un enfant investisse pour ses parents. Or c'est pour moi très dommage, puisque dans l'interview précédente qu'on avait faite avec toi, on abordait le sujet des retraites, qui est un point saillant. Eh bien, vous avez... La dépendance aussi, qu'on n'a pas évoqué. La dépendance, hein. Effectivement, dans ce cadre-là, ça prend tout son sens. L'investissement que tu as fait, et humainement, et en plus, il y a une véritable cohérence. Ben oui, et je suis surpris de voir que les gens peut-être n'y pensent pas assez ou n'en parlent pas assez, puisque c'est une chose qui est assez simple à faire. Vous investissez pour y loger vos parents par exemple, donc vous les sécurisez financièrement, vous leur offrez un toit, au niveau, ils peuvent vous verser des loyers, c'est tout à fait légal. J'ai des investisseurs qui me demandent si on a le droit de toucher un loyer de la part de ses parents. Donc on peut pas... Moi, en principe, le locataire est fiable. En général, les relations se passent bien entre le propriétaire et l'occupant. Vous éliminez au passage ce genre d'interrogation. Au niveau du loyer, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il faut être au prix du marché. Vous ne pouvez pas toucher 100 euros alors que le marché c'est 500. Mais au moins, vous pouvez demander une fourchette basse au niveau du loyer. Comme ça, c'est très bien. Au niveau de la dépendance, vous les sécurisez. Et donc, vous investissez et vous faites coup double, puisque vous investissez dans la pierre, vous vous enrichissez, vous bénéficiez de l'effet de levier, vous empruntez. Et vous avez quelqu'un dedans qui est ravi, qui a pu choisir l'appartement avec ses critères personnels pour le coup. Donc c'est une manière d'investir utile, et on pense souvent à sa descendance, mais pourquoi ne pas en parler auprès aussi à ses parents, à des membres de sa famille, eux-mêmes qui peut-être n'y pensent pas eux-mêmes ou n'osent pas vous en parler. C'est tout bête, mais en fait, il y a souvent comme ça, c'est comme finalement une association, c'est le fait d'investir ensemble, on sort de l'aspect société, SCI, etc. Mais c'est le fait de pouvoir tout le monde tirer profit directement de ce genre d'opération. Donc moi je trouve ça très... je vous invite à y réfléchir, ça peut tout à fait vous inspirer, cette façon d'investir utile, ce qui n'empêche pas le rendement, l'enrichissement, et qui encore une fois est beaucoup permis, j'allais dire, par le fait que ce soit l'effet de levier du crédit qui vous permette d'investir, d'investir gratuit, en caricaturant, c'est-à-dire vous investissez un minimum d'apport, avec un apport néanmoins,
et vous avez comme ça un bien immobilier dont vous êtes propriétaire et qui va se rembourser sur le long terme. Voilà. Super. Est-ce que un dernier petit point qui m'est venu dans tes propos, pour toi, une opération est bonne et rentable à quel moment? Est-ce qu'il faut décider que cette opération elle soit viable en location nue, ou on entend beaucoup parler de location meublée, location saisonnière, colocation, division? Est-ce que la rentabilité va se chercher là-dedans, ou est-ce qu'on sécurise encore plus? J'oriente un petit peu mon propos, mais j'aimerais connaître le tien là-dessus. Ou est-ce qu'on regarde la rentabilité d'une opération sur une situation, on va dire, la moins optimisée possible, qui est par exemple la location nue? Alors oui, c'est une question intéressante également. Alors j'allais dire, on peut faire du et. On peut choisir de diversifier. Et là encore, il y a un conseil que je peux donner qui semble très souvent paradoxal, même aux investisseurs débutants, c'est d'investir dans deux biens quasi simultanément, voire la même année. Et là encore, je ne fais que prêcher pour ma paroisse, puisque je l'ai fait moi-même et j'ai vu ce que ça donnait. Et encore une fois, je l'ai fait de manière tout à fait involontaire, puisque je connais que je sais que ce sont des conseils aujourd'hui qui sont donnés par des investisseurs chevronnés. C'est ce que moi j'ai fait de manière un peu involontaire à l'époque. Et en fait, investir dans deux biens presque la même année, eh bien, ça vous permet de faire à la fois un placement plutôt sécuritaire, par exemple dans une grande ville où vous avez la pérennité, etc. Et vous pouvez faire également un investissement un peu plus risqué, un peu plus porté sur la rentabilité. Et là, bien, les deux stratégies sont bonnes. La location nue peut avoir des avantages fiscaux notamment, puisqu'on peut défiscaliser. On entend beaucoup parler de défiscalisation. On pense que c'est synonyme de bien immobilier neuf, donc avec les programmes qui existent, et c'est tout à fait efficace. On peut aussi défiscaliser grâce à l'immobilier ancien. C'est un peu moins connu grâce au déficit foncier. C'est pas très connu du grand public, ou en tout cas, il y a des confusions parfois qui existent. Donc ça, c'est une façon de procéder en location non meublée. Et puis on peut viser aussi une opération un peu plus, je vais dire un peu plus risquée, un peu plus orientée sur la rentabilité, avec pourquoi pas un bien à diviser, avec d'une location saisonnière qui va se faire dedans. Là encore, il faut juste que ça soit en adéquation avec la réalité du terrain. Un appartement à diviser, techniquement, déjà il y a des contraintes. Il y a des contraintes, voilà, un appartement traversant avec les évacuations et des contraintes techniques. Faire de la location saisonnière également, comme tu l'évoquais, c'est extrêmement intéressant au niveau de la rentabilité. Sauf que pour que ça ait du succès, tout simplement, il y a des critères au niveau, cette fois, de la copropriété. Que ce ne soit pas interdit administrativement, qu'il y ait un ascenseur si on est en étage élevé, que ce soit sympathique pour que vous ayez des clients récurrents. Donc ces contraintes accumulées dans des villes où le marché est déjà tendu, ça peut justement faire en sorte que vous n'arriviez pas à concrétiser. Donc c'est en ça qu'il faut toujours relativiser avec la vraie vie du terrain. Et puis miser sur les deux tableaux, pourquoi pas, puisqu'encore une fois, la rentabilité d'un bien peut être d'une certaine façon en location avec un type de location, mais le mode de location, effectivement, a un impact direct sur le rendement, et on peut tout à fait faire les deux et jouer sur les deux tableaux grâce à deux investissements parallèles, tout à fait pertinents. Ouais. Super Stéphane, je te remercie pour tous ces précieux conseils. Pour les personnes qui nous regardent et qui voudraient en savoir un petit peu plus sur toi, te contacter, peut-être travailler avec toi, comment ils peuvent fonctionner? Oui, ben, en fait, bah, donc j'ai deux casquettes comme vous l'avez sans doute vu. Donc j'ai la casquette de chasseur d'appartements donc à Lyon. Donc si vous êtes intéressé par un bien, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site internet. Par exemple, c'est contact@investiralyon.fr, avec le site internet investiralyon aussi.fr, où je montre bah, tout simplement les appartements que je trouve pour mes clients avant les travaux, pendant, après, le résultat de la mise en location. Donc ça, c'est le premier point sur mes services de chasseur d'appartements. Et puis en parallèle, ben, ce que j'évoquais là sur la valeur d'usage, sur le principe défiscalisation, défiscalisant le fait d'investir dans l'immobilier ancien avec des travaux, des choses sur la location saisonnière, chose que j'ai pu expérimenter également, et bien je propose également des formations, cette fois des formations en ligne justement pour, j'allais dire, rendre accessible au plus grand nombre, aider notamment les investisseurs débutants à connaître certaines techniques qui vont participer justement à concrétiser une affaire et puis à avoir une rentabilité intéressante, puisque investir utile dans une grande ville c'est bien, mais c'est un coût qui fait que ça ne sera pas forcément explosif. Donc il y a d'autres techniques en plus au niveau de l'agencement, de la restructuration, des travaux, des techniques d'emprunt,
des choses à faire au niveau des mètres carrés Carrez. Il y a des choses toutes bêtes en fait. Moi j'ai vu 2 diagnostics d'un mètre carré où il y avait 1 mètre carré d'écart. Il y a des subtilités comme cela qui peuvent exister. Ce genre de choses-là en formation sur Internet, en ligne, donc que je propose également pour voilà, informer, j'allais dire, aider les personnes à investir, et puis de manière optimisée, et puis en évitant les erreurs surtout, puisque parfois en immobilier l'erreur coûte vite cher, donc si, c'est mieux d'avoir l'information avant, avant que d'avoir signé un compromis. C'est mieux, effectivement. Bon, Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi alors. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à très bientôt. À très bientôt, merci, au revoir.